Éric Maris, bonjour. Nous sommes ici pour parler ce matin des OPA. Nous sommes dans une situation assez paradoxale où d'un côté sont publiés à l'AMF. Éric Maris, bonjour. Nous sommes ici pour parler ce matin des OPA. Nous sommes dans une situation assez paradoxale où d'un côté sont publiés à l'AMF, en même temps beaucoup plus de rumeurs d'OPA depuis plusieurs mois sur beaucoup plus de sociétés cotées à Paris. Alors du point de vue du banquier, vous qui voyez les coulisses, où est la vérité? Est-ce qu'effectivement il y a beaucoup d'OPA en gestation? Pourquoi y en a-t-il aussi peu qui viennent au bout? Vaste sujet tout ça. Alors plusieurs choses sur lesquelles on peut revenir. D'abord, je crois que le marché du M&A de manière générale est en baisse de 20 ou 30% en Europe, aux États-Unis. Et donc le corollaire, c'est que les OPA qui font partie de ce marché doivent subir à peu près le même retrait. Je lisais récemment une étude pointant le fait qu'il y avait de moins en moins de sociétés cotées. Donc je pense qu'il y a aussi une raréfaction du nombre de sociétés cotées et donc mathématiquement, mécaniquement du nombre d'OPA qui les concernent. Il y a un monde qui s'est développé à côté des sociétés cotées qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, qui est celui du private equity, pour aller vite, qui, dans le monde du M&A, représente une part de plus en plus importante. Je ne sais pas si c'est un tiers ou la moitié des opérations, mais en tout cas c'est un chiffre de cette ampleur-là, et qui échappe évidemment au phénomène des OPA par construction. Il y a un phénomène qui est le corollaire et la conséquence de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de sociétés qui ne veulent pas ou rêvent, qui ne veulent pas rentrer en bourse ou qui rêvent d'en sortir. Il y a, du côté positif, beaucoup de capitaux disponibles de manière à la fois simple, normée maintenant, qui permettent d'accompagner des entreprises, d'accompagner leur changement d'actionnariat. C'est tout le monde du private equity, des family office, des fonds souverains qui cherchent des entreprises à accompagner avec toutes les formes, toutes les tailles, les différents instruments de l'equity, du quasi-equity, de la dette, une souplesse et une facilité d'investissement des projets pour les managers qui sont souvent très attrayants, qui en regard de la bourse qui est devenue extrêmement compliquée, beaucoup de réglementations, une obligation d'afficher les résultats tous les trimestres pour les sociétés américaines qui est vécue comme une contrainte principalement, tout un ensemble réglementaire et un petit côté voyeurisme par ailleurs qui fait que les sociétés et leurs dirigeants ont de vraies réticences à aller en bourse et pour certains rêvent d'en sortir. Quand je vois la campagne de vente à découvert alimentée par des études et des analyses plus ou moins bien intentionnées auxquelles sont confrontées un certain nombre de sociétés, Casino, Ingenico et quelques autres, c'est très difficile d'être confronté à ça tout en continuant à gérer une société sur le long terme et en y appliquant une stratégie. Et donc, pour tout un tas de raisons, le nombre de sociétés cotées en bourse, encore une fois, a tendance à sérieusement diminuer. Et donc, mécaniquement, pour revenir à l'origine de votre question, mécaniquement, il y a de moins en moins d'OPA. Alors nous, on a de la chance. Pour parler de nous une seconde, parce que je crois qu'il y en a deux qui sont un peu significatives en cours ou qui viennent de se terminer. Une sur Naturex, dont on représentait les actionnaires dans l'opération avec Givaudan, et l'autre avec Thales, s'agissant de Gemalto, opération qui va se conclure dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc il y en a encore, il y en aura d'autres, ça continuera. L'autre phénomène, et puis comme ça j'aurais fini avec une longue réponse, c'est que la cote française s'est concentrée
moi qui fais ce métier depuis longtemps, on a assisté à beaucoup d'opérations, il y a eu beaucoup de concentration, les sociétés sont devenues de plus en plus importantes, il y a de moins en moins de sociétés moyennes. Les poids lourds du CAC 40 ne sont pas des sociétés facilement opérables, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ou 30 ans. Sont devenus des champions nationaux, évidemment mondiaux pour un certain nombre d'entre eux, et donc infiniment plus compliqué d'aller faire une opéra sur Total ou sur LVMH que ça ne l'était il y a 25 ou 30 ans sur les équivalents d'alors, ce qui explique aussi la raréfaction du nombre d'opérations, parce que c'est pas ici qu'elles se passent. En revanche, si vous regardez, les groupes français font un certain nombre d'opéras à l'étranger, sur des marchés plus petits sur lesquels ils ont envie de se développer. Mes amis des Ramettes en ont fait une en Australie il n'y a pas très longtemps qui monte au compteur. Donc il y en a, ça continue. C'est un moyen de faire du M&A en s'attaquant aux sociétés cotées. Ce marché, qui concerne un petit nombre d'opérations, fait l'objet de dispositions législatives ou réglementaires chaque année nouvelles pour normer les poison pills, pour instaurer des mesures préventives dans tous les pays. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'attention législative sur ce sujet? D'abord parce que quand il y a une OPA, pas toujours, mais souvent, c'est assez visible, c'est très public par construction, ça dure longtemps parce que les calendriers d'OPA sont assez longs. Souvent, pas toujours, souvent, ça touche à des entreprises qui sont emblématiques ou qui sont assez visibles, auxquelles le pouvoir politique et législatif, légitimement ou moins légitimement, certaines fois, s'intéresse. Le fonctionnement des marchés financiers est devenu beaucoup plus compliqué qu'il le n'était avant, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de manières d'intervenir sur le marché, et donc la réglementation a été obligée de se complexifier et continue à l'être, et le législateur doit adapter la loi, les règlements, aux nouvelles pratiques, aux nouvelles manières de faire, les choses qui sont inventées à droite, à gauche sur d'autres marchés, et il faut adapter la réglementation. Donc le fait que la réglementation évolue est assez naturel, normal, qu'elle se complexifie, c'est la suite logique du développement des marchés financiers et de leur sophistication. Je crois que ce qui s'est passé quand même depuis pas mal d'années, c'est que, à la fois au niveau européen mais même mondialement, la réglementation boursière des OPA s'est à peu près uniformisée. Quand j'étais petit et que j'ai commencé à faire ce métier, quand vous regardiez la réglementation boursière dans les différents pays, ça n'avait rien à voir. La manière de faire des OPA, la manière de déclencher, les seuils de déclenchement, la manière dont on les faisait, tout ça n'avait à peu près rien à voir quand vous compariez les réglementations entre les États-Unis, l'Angleterre, la France. Tout ça était très divergent. Aujourd'hui, il y a une vraie convergence et les réglementations sont à peu près les mêmes. Et donc il y a aussi eu ce phénomène d'uniformisation, d'abord au niveau européen et pas seulement en fait. Et pour conclure, en tant que banquier, pour vous, d'un point de vue plus général, quand vos clients viennent vous voir pour des questions de prise de contrôle, quels sont les pour et les contre d'une opération aussi lourde qu'une OPA par rapport à d'autres solutions de prise de contrôle, quand on parle d'une société cotée, bien entendu? S'agissant d'une société cotée, et à partir du moment où la volonté d'acquérir cette cible a maturé, il y a aujourd'hui plus beaucoup d'autres solutions que de lancer une OPA. Les prises de contrôle rampantes qui ont existé en France ou ailleurs d'ailleurs, il y a quelques années sont devenues, du fait de la réglementation, à peu près impossibles, ou très compliquées à mettre en œuvre, et surtout en général, elles ne répondent pas à un projet industriel. Les clients qui viennent nous voir, ils ont en général des projets industriels, ils veulent se développer dans une nouvelle géographie, dans une nouvelle branche de leur industrie, ils veulent compléter leur offre produit, ils veulent lancer un nouveau service, ils veulent faire des choses comme ça, ils veulent intégrer, ils veulent être propriétaires de l'actif qu'ils visent. Et donc pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de lancer une OPA, de devenir propriétaire d'autant que possible du capital et si possible de 100%, et donc ils lancent une OPA. Ce qui n'est pas non plus un processus extraordinairement compliqué. Naturex, par exemple, les gens de Givaudan, après avoir conclu l'accord avec les actionnaires qui contrôlaient Givaudan,
pour lancer une OPA derrière de manière assez simple, c'est très réglementé, très normé, chacun sait ce qu'il a à faire, il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. Hein. C'est très formel, ça demande un calendrier qui doit se dérouler, encore une fois de manière très normée, mais il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. Eric, merci. Merci beaucoup.